Nous nous tenons devant le château sombre et menaçant du roi démon, où un groupe d'aventuriers arrive enfin devant la porte après avoir découvert l'emplacement du chef ennemi. Le mage du groupe affirme que Hyuga est capable de mener l'équipe à la victoire, et il rassemble donc ses compagnons pour cette bataille finale. À cet instant, les lourdes portes du château s'ouvrent, laissant apparaître des yeux rouges luisants, tandis que des gémissements lugubres résonnent depuis l'intérieur. Sans montrer la moindre trace de peur, Hyuga pénètre dans le château avec ses amis, et ils se retrouvent aussitôt face à l'un des gardes du corps du roi démon, l'un de ses sbires, qui affiche une confiance troublante malgré son écrasante infériorité numérique. Le mage lance un sort contre lui, mais le démon l'annule avec une facilité déconcertante. Un guerrier s'avance alors et enchaîne plusieurs coups d'épée, mais l'adversaire est assez rapide pour esquiver chaque attaque avant de repousser le bretteur d'un simple coup de pied. Un autre compagnon lance ensuite un sort de soutien sur Hyuga afin d'augmenter sa puissance, et celui-ci se sent prêt à attaquer avec sa compétence Excalibur. À ce moment précis, le démon contre avec les ténèbres infinies, un sort si puissant qu'il engloutit instantanément l'attaque de Hyuga avant d'exploser sur les aventuriers. Après avoir subi des dégâts aussi écrasants, Hyuga se demande si tout est fini, tandis qu'il ferme lentement les yeux. Pendant ce temps, le démon s'approche du groupe et reste sans voix devant la beauté de la prêtresse. À cet instant, l'un de ses subordonnés demande à leur capitaine s'ils doivent achever les ennemis, ce qui le fait sursauter, se souvenant qu'il avait ordonné à ses sbires de rester cachés. Les trois subalternes remarquent leur chef en train de fixer étrangement la jeune fille, mais celui-ci affirme qu'il est simplement en train de décider du sort des 4 aventuriers. Les sbires pensent qu'ils vont éliminer les humains, mais le capitaine leur ordonne finalement de déposer les ennemis dans un village voisin. Alors que la belle prêtresse est emportée à l'extérieur, le démon ressent une profonde tristesse à l'idée de se séparer d'une femme aussi ravissante. Un mois plus tard, l'un des bras droits du roi démon demande à Yoki combien de fois ses héros insupportables ont tenté de le dépasser. Le capitaine répond à Lord Zackle qu'il a été défié exactement 13 fois. Zackle déclare que ses héros sont sans valeur s'ils continuent de perdre face à quelqu'un comme Yoki, puis éclate de rire, déclenchant l'hilarité des autres démons autour de lui. Le roi démon demande pourquoi Yoki n'a pas tué les héros, et celui-ci répond que des êtres aussi inutiles ne valent même pas l'effort. Dans ce cas, le seigneur déclare qu'il laissera les subordonnés de Yoki s'en charger. Cependant, sachant pertinemment qu'il serait incapable de vaincre les héros et ne souhaitant surtout pas tuer cette magnifique jeune fille, Yoki promet qu'il s'en occupera lui-même. En quittant la salle du trône, Yoki se dit que la vie des héros sera réellement en danger s'il les épargne une fois de plus. Ironiquement, Yoki est assez puissant pour affronter à lui seul les 4 aventuriers, mais eux possèdent bel et bien la force nécessaire pour vaincre le roi démon. Quoi qu'il en soit, tandis qu'il réfléchit à la situation, le monde entier reste sous le contrôle de son maître, et il serait préférable de régler cette affaire avant que ces humains ne se retrouvent plongés dans de véritables ennuis. Le lendemain, Hyuga et ses compagnons reviennent défier une nouvelle fois le gardien du roi démon. Appelant Raven pour attaquer à ses côtés selon une nouvelle stratégie, le chef forme un duo afin de coincer leur adversaire, mais Yoki est bien trop puissant pour être contenu et les projette tous les deux violemment contre le mur. Voyant que la situation devient critique, la prêtresse se précipite pour soigner ses alliés et demande à Mikana de retenir l'ennemi le plus longtemps possible. Afin d'empêcher le démon de s'approcher, la sorcière lance ses sorts les plus puissants contre Yoki, mais aucun ne fonctionne, offrant seulement un court répit aux intrus. Yoki attend que la jeune fille ait fini de soigner ses compagnons avant de leur adresser un discours menaçant. Une fois remis sur pied, Hyuga demande à Cecilia de le renforcer, et lorsqu'elle le fait, il utilise Excalibur une nouvelle fois, rassemblant cette fois une quantité d'énergie bien plus colossale, espérant enfin vaincre l'ennemi qui constitue le plus grand obstacle du groupe. Lorsque l'Excalibur explose au sommet du démon, Hyuga observe attentivement, guettant le résultat. Mais lorsque la fumée se dissipe, Yoki apparaît totalement indemne et demande quand ces humains comprendront enfin qu'ils ne peuvent pas le vaincre. Hyuga répond qu'ils doivent abattre le roi démon. Dans ce cas, Yoki exige qu'il laisse la prêtresse dans le château et il laissera les autres passer. Naturellement, Hyuga refuse, mais Mikana tente de le convaincre que, sans cela, ils n'ont aucune chance face à cet homme. Aussi cruel que cela puisse être,
quelqu'un doit choisir entre la vie d'une seule prêtresse et celle du monde entier. En entendant cela, Hyuga est pris d'angoisse, cherchant désespérément une solution. Mais Cecilia demande à ses amis d'avancer sans elle et se sacrifie pour le groupe. Hyuga lui promet de revenir la chercher plus tard, et Yoki tient parole en ouvrant le passage au héros. Lorsque les trois s'éloignent, la prêtresse sait qu'elle n'a aucune chance face à cet ennemi, mais elle jure de se battre jusqu'au bout et tire un rayon sacré en direction de Yoki. Le démon absorbe l'attaque et lève rapidement les mains en signe de reddition, prononçant son nom à l'intention de l'humaine. Elle s'étonne. Pourquoi quelqu'un se présenterait-il à une personne qu'il s'apprête à tuer? Il lui explique que, s'il avait réellement voulu la tuer, elle ou ses compagnons, il l'aurait fait depuis longtemps. En vérité, il rassemble son courage pour avouer qu'il est tombé amoureux d'elle dès le premier instant où il l'a vue, et l'invite donc à un rendez-vous. Terrifiée par cette déclaration inattendue, Cecilia hurle et s'excuse. Pensant que la réponse est un refus, Yoki conclut qu'il n'a aucune chance et commence déjà à planifier son auto-immolation pour plus tard. Pendant ce temps, la prêtresse, supposant que le démon feint d'être gentil pour pouvoir l'attaquer par derrière, tente de frapper le premier lorsqu'il se retourne, mais elle abandonne rapidement en constatant qu'il ne cherche véritablement pas à résister. Elle lui demande pourquoi, et il répond qu'il n'y a plus aucune raison de vivre après avoir été rejeté par celle qu'il aimait. De plus, même s'il restait en vie, sa vie se résumerait à rester enfermé dans cette pièce pour protéger le Seigneur, sans même avoir la permission de sortir ou d'attaquer les villages humains. Pourtant, à vrai dire, il ne veut même pas faire cela. Cecilia l'accuse de mentir, car tous les démons sont cruels, y compris leur leader, qui cherche à dominer et à détruire l'humanité. Yoki explique que, bien qu'il ait l'apparence d'un démon, il a en réalité été réincarné depuis un autre monde et reste humain à l'intérieur. La jeune fille lui demande alors pourquoi il sert le roi démon s'il possède une puissance suffisante pour le vaincre. Yoki répond que s'il faisait cela, il serait nommé prochain seigneur, ce qu'il ne désire pas. C'est pour cette raison qu'il passe ses journées confinées, sans aucune chance d'agir. Ce qu'il voulait, c'était mettre fin à sa propre vie pitoyable. Mais tout changea lorsqu'il rencontra Cecilia, qui lui fit ressentir pour la première fois ce que signifie vraiment être vivant. Cependant, maintenant qu'il a été rejeté, il a de nouveau perdu toute envie de continuer à vivre. Pourtant, Cecilia lui dit qu'il ne devrait pas se sentir ainsi, puisqu'il possède le pouvoir de renverser le cours de cette guerre et que s'il conserve ne serait-ce qu'un peu d'humanité en lui, il devrait utiliser cette force pour changer le destin du combat contre les démons. Ainsi, lui tendant la main et l'invitant à se battre à ses côtés à travers le monde, la prêtresse déclare « Peu de temps après, dans le royaume de Clarity, le groupe de héros envoyés au château du roi démon est décoré par le roi pour leur incroyable exploit d'avoir vaincu le chef ennemi. Pour cette raison, Dats, dans son autorité de souverain suprême de ce royaume, proclame le début d'une célébration de 3 jours afin de commémorer la victoire. Pendant ce temps, observant la capitale royale de loin, Yoki arrache sa propre corne, se présentant au peuple après son acte de bravoure. Le groupe de héros parade parmi la foule. Hyuga déclare qu'il n'aurait pas remporté la victoire sans Cecilia, ce qui rend Mirika jalouse. De retour à Yoki, après s'être débarrassé de tout ce qui pouvait indiquer qu'il était un démon, le jeune homme se rend à la guilde des aventuriers de la ville et demande à s'inscrire au comptoir. À bout de patience et visiblement ignorant comment procéder exactement, l'employé lui tend le formulaire. Yoki le remplit sans délai et reçoit sa carte de membre de guilde, le classant comme aventurier de rang F, encore loin du rang S, le plus élevé, accessible à un novice qui accomplit suffisamment de missions. Le guichetier lui conseille également de ne pas perdre cette carte, surtout pendant les 3 prochains jours, car le reste du personnel a été libéré pour le festival et il devra tout gérer seul. Quoi qu'il en soit, l'homme se présente sous le nom de Clayman et souhaite bonne chance au rookie. Plus tard, dans une auberge, Yoki jette une bonne somme de pièces sur la table et, satisfait de l'argent gagné lors de sa première journée, il se persuade qu'il pourrait mener une vie stable dans le monde des humains et, surtout, avouer de nouveau ses sentiments à Cecilia afin d'obtenir une chance de sortir avec elle. Quelque temps plus tard, en entrant dans la guilde, Yoki entend 2 aventuriers parler d'un garçon qui monte extrêmement vite en grade. Ce même garçon s'avance vers Clayman avec 5 missions différentes et annonce qu'il est venu collecter toutes les récompenses,
tandis que le guichetier s'interroge sur la raison pour laquelle ce gamin insiste toujours pour être servi par lui. Même lorsqu'une jolie fille se tient à côté, prête à l'aider, Yoki explique qu'il s'est habitué à Clayman et qu'en plus, il travaille rapidement. Mettant cela de côté, Clayman demande qui est vraiment ce garçon, et il répond nerveusement qu'il n'est qu'un aventurier ordinaire, refusant de tomber dans ses discours. Clayman n'en croit rien. Quelqu'un qui est passé du rang F au rang D en une seule semaine ne peut être considéré comme ordinaire. Pourtant, comme le garçon n'a commis aucun acte illégal, le guichetier ne peut ni l'enquêter, ni lui poser plus de questions, et il laisse tomber l'affaire. À ce moment-là, déguisée pour ne pas être reconnue, Cecilia s'avance jusqu'au comptoir et invite Yoki à venir chez elle pour discuter. Évidemment, le supposé démon n'allait pas laisser passer une telle occasion. Peu de temps après, ils arrivent donc au manoir des aventuriers en calèche. L'un des gardes de la porte, comme toujours, attend avec impatience le retour de la belle Cecilia pour admirer à nouveau son visage angélique, mais lorsqu'il aperçoit un gamin descendre de sa calèche, le grand type s'avance avec hostilité et lui demande ce qu'il fait à l'intérieur de la calèche de mademoiselle Cecilia. La maîtresse de maison apparaît pour réprimander le garde, tandis qu'un autre le retire avant que la situation ne dégénère. À l'intérieur du manoir, la prêtresse présente ses excuses, expliquant qu'elle aurait dû trouver Yoki plus tôt. Mais lui ne regrette pas le temps passé en tant qu'aventurier, car il s'est beaucoup amusé. Il est en fait surpris qu'elle ait réussi à le retrouver, et elle lui explique que Yoki est devenu le sujet principal de la ville ces derniers jours, car il a grimpé en grade en un clin d'œil. À ce propos, Cecilia précise que c'est exactement ce dont elle voulait parler. Elle souhaite qu'il quitte la guilde des aventuriers. Elle explique que, même si le seigneur démon a été vaincu, cela ne signifie pas que tous les dangers du monde ont disparu avec lui. Les nations humaines reprendront bientôt leurs conflits habituels pour asseoir leur suprématie. Les signes sont clairs. Par exemple, Yuga a commencé à recevoir plusieurs propositions de mariage provenant d'autres nations. Yoki comprend pourquoi. Si le jeune homme n'avait pas déjà une aura exceptionnelle, il est désormais l'homme le plus populaire du monde à ce moment précis. Cependant, Cecilia explique que ces propositions vont bien au-delà de simples unions. Les mariages avec des personnalités influentes constituent un moyen de gagner davantage de pouvoir et d'influence dans le monde humain. Le royaume, qui a un grand héros à ses côtés, obtiendra un allié capable de renverser le cours d'une guerre. Il est évident que Yoki deviendra tôt ou tard un aventurier de rang S pour ce royaume, mais au moment où il atteindra ce rang, tous les regards se tourneront vers lui. Et s'il découvre qu'il est un démon, il pourrait chercher à exploiter son pouvoir pour conquérir le monde. Pour cette raison, la prêtresse souhaite que Yoki n'attire pas autant l'attention et qu'il progresse au moins plus lentement au sein de la guilde, puisqu'il ne montre aucun intérêt à partir. Elle pourrait simplement l'engager et le payer avec l'argent qu'elle reçoit de son travail, mais elle n'a pas le budget pour soutenir un aventurier qui gagne. En retour, elle s'agenouille et promet qu'elle ferait n'importe quoi si Yoki acceptait sa proposition. Face à cela, agissant comme un parfait idiot parce qu'il n'a clairement aucune idée de comment gérer la fille qu'il aime dans cette position, le garçon laisse transparaître qu'il serait absolument hilarant de l'imaginer céder aux paroles enjôleuses de quelques petites nations au hasard. Car il est évident comme le cristal qu'il n'a Dieu que pour sa belle et bien-aimée Cecilia. Après avoir ri de la réaction du garçon, la jeune fille se réjouit de sa réponse, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte du bureau et qu'une personne entre. C'est Celia Aquaren, qui se présente comme la mère de Cecilia. Yoki se retient pour ne pas s'embarrasser devant sa future belle-mère. Pendant que Celia explique que Sofia, l'une de ses servantes, va s'occuper du garde qui a manqué de respect à Yoki à la porte, le garçon imagine qu'un type aussi imposant ne tirera aucune leçon venant d'un petit chaton sans défense comme Sofia. En réalité, Celia discute avec la servante du nombre exact d'os du garde qui devrait rester intact. Après avoir réglé cette affaire et renvoyé la servante, Celia révèle que sa fille a reçu de nombreuses propositions de mariage, y compris celle du héros lui-même, Yuga, qui, apparemment, est follement épris de la jeune fille. Yoki devient fou et jure qu'il va montrer à tout le monde qui est le véritable monstre ici. Mais Cecilia lui demande de se calmer, car elle a déjà refusé toutes les propositions de mariage, y compris celle du héros. Voyant que ce jeune homme aime clairement sa fille, Celia s'approche de lui et lui propose d'épouser Cecilia. Extrêmement nerveux, Yoki regarde sa bien-aimée et s'excuse pour ce qu'il s'apprête à dire.
Mais comme il lui a déjà avoué ses sentiments une fois et a été rejeté, ce qu'il désire maintenant, c'est réussir sa vie en tant qu'aventurier. Et une fois qu'il aura atteint une certaine stabilité, lui avouer de nouveau son amour, car il veut respecter ses sentiments. En entendant cela, Celia déclare que le garçon a passé le test, car elle ne laisserait jamais sa fille épouser quelqu'un qui penserait autrement. Pour cette raison, la maîtresse de maison précise que Yoki sera toujours le bienvenu chez elle. Après cette conversation, Yoki et Cecilia se retrouvent dans le jardin pour se dire au revoir. Et après tout ce qui a été dit dans cette pièce, pour le plus grand plaisir du démon, ils décident désormais de s'adresser l'un à l'autre par leur prénom, une grande étape dans l'intimité des deux. Quelque temps plus tard, une bataille titanesque faisait rage dans une forêt quelconque, où Yuki affrontait une créature ressemblant à une poule dotée d'une queue de serpent. Après avoir esquivé les attaques du monstre avec un sourire aux lèvres, le jeune démon contre-attaqua à l'aide de magie de foudre et acheva sa mission en récoltant les plumes de la cacatrice. Selon Clayman, Yuki aurait dû avoir besoin d'une semaine entière pour accomplir ce travail. Mais le garçon s'en vanta, affirmant qu'une seule journée lui avait suffi. Cependant, alors qu'il se glorifiait de son exploit, Yuki fut soudain attaqué par un chevalier sans tête et évita de justesse un coup d'épée mortel. Puis, une harpie tenta de l'attaquer depuis les airs, mais fut repoussée par la magie du vent du démon. Comme si cela ne suffisait pas, une fée essaya de l'attaquer par derrière, un couteau à la main. Yuki réussit toutefois à avertir Shek qu'il s'agissait bien de lui. Reconnaissant son capitaine, Shek se gratta la tête, honteux de l'avoir pris pour un simple aventurier chasseur de démons. Avec la fée, Happiness la harpie et Duke le chevalier sans tête reconnurent eux aussi leur chef. Duke grogna, se plaignant que Yuki avait disparu sans laisser de traces après la défaite du roi démon, et demanda pourquoi il avait désormais l'apparence d'un humain, tandis que tout le groupe exigeait une explication convaincante. Yuki expliqua alors qu'il avait avoué son amour à la prêtresse du groupe du héros, mais qu'il avait été rejeté. Cet événement l'avait profondément troublé et l'avait poussé à devenir Yuki, un aventurier humain. Par conséquent, ses subordonnés étaient désormais libres de prendre l'apparence qu'ils souhaitaient. Honnêtement, aucun des trois n'aimait vraiment cette idée, et Duke exprima même le désir de rencontrer la fille dont le capitaine était si épris. De son côté, Yuki devait cacher sa véritable identité et ne pouvait pas se promener accompagné d'un type portant sa propre tête sous le bras, d'une fille avec des ailes de pigeon à la place des bras et d'un enfant doté d'ailes de moustique. Malgré tout, puisque leur chef avait réussi à s'adapter, les trois pensaient pouvoir en faire autant. Yuki exigea donc que ses subordonnés soient prêts à toute éventualité. Mais dès le début de cette nouvelle aventure, lorsque Yuki retrouva Cecilia chez elle, la jeune fille le réprimanda pour avoir arraché les plumes de Happiness, un acte considéré comme un crime grave chez les harpies. Plus tard, Yuki, Cecilia et Duke s'assirent pour prendre le thé, tandis que les deux autres jouaient dans le jardin. Cecilia trouva que les subordonnés de Yuki ne ressemblaient pas à des démons. Alors Duke expliqua qu'il était un Dullahan, que Happiness était une harpie et que Shaik était une pixie. Il voulut même retirer sa tête pour le lui montrer, mais celle-ci était coincée à son casque et à son armure. Yuki se plaignit alors que son compagnon parlait trop et ne se comportait pas comme un véritable Dullahan, ce à quoi le subordonné répondit que c'était la faute du capitaine. En réalité, ils n'avaient d'ailleurs pas apprécié Yuki au premier abord. Finalement, ils retournent à leur immeuble. Mashiro refuse toujours de participer à la fête, bien qu'elle admette être reconnaissante pour l'invitation. Alors qu'elle se dirige vers sa porte, Akiteru lui demande si elle peut commencer à le traiter normalement la semaine prochaine. Elle accepte, mais s'arrête en remarquant que sa porte est déverrouillée. Ils commencent à penser que quelqu'un a peut-être pénétré dans l'appartement. Akiteru se place devant elle et propose de rentrer en premier pour vérifier si tout est sûr. Ils entrent lentement ensemble dans l'appartement. Juste au moment où ils s'apprêtent à atteindre la pièce principale, Akiteru murmure quelque chose d'étrange entre ses dents, puis pousse doucement Mashiro en avant en ouvrant la porte. Mashiro est accueilli par un éclat de confettis et des acclamations des autres résidents du 5e étage. Complètement abasourdi, Mashiro demande pourquoi tout le monde se trouve dans son appartement.
Akiteru explique timidement que c'est en réalité son logement. Ils avaient installé un séparateur pour donner l'impression que son appartement était le dernier du couloir, afin qu'elle pense que c'était le sien. Mashiro fronce les sourcils et demande pourquoi ils sont allés aussi loin alors qu'elle ne les considère même pas comme ses amis. Hiroa intervient en disant qu'aucun des locataires n'est vraiment ami, sauf Akiteru et Ozuma, mais elle ajoute qu'elle aimerait qu'ils soient un couple. Sumire saute immédiatement sur l'idée, imaginant tout un scénario romantique entre eux, ce qui lui vaut un petit coup d'Akiteru. Hiroa continue en expliquant que, comme ils vivent tous sur le même étage, ils ont naturellement commencé à faire des choses ensemble. Mashiro devine qu'elle parle du jeu, ce qui surprend Hiroa qu'elle le connaisse. Hiroa précise qu'elle ne fait en réalité pas partie de l'équipe. Akiteru ajoute que ce n'est pas grave si Mashiro ne les considère pas comme ses amis. Elle peut simplement les voir comme les amis de son faux petit ami pour l'instant. Il mentionne qu'il y a encore un membre, Namako, qui n'est pas présent, mais qui reste une partie précieuse du groupe. Mashiro sourit de se sentir incluse et décide finalement de participer à la fête. Après la fête, Hiroa déboule dans la chambre d'Akiteru et essaie de le prendre dans ses bras, mais il esquive immédiatement. Sérieuse, elle le félicite pour avoir réussi à inviter Mashiro et lui dit qu'il est vraiment une personne gentille. Hiroa le remercie ensuite de l'avoir laissé faire partie de leur groupe sans révéler qu'elle est en réalité la doubleuse du jeu de la Fifth Floor Alliance. Il lui assura qu'il ferait tout pour que sa journée de repos soit merveilleuse. Peu après, alors qu'il se promenait dans les rues de la ville, Cecilia s'attacha à un nouveau gâteau dans un café. En regardant les friandises exposées, elle pensa que ce serait une excellente idée de s'y arrêter plus tard. Ensuite, elle fut charmée par des fleurs dans une boutique, et Yuki ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était bien plus belle qu'elle. Puis, lorsqu'elle trouva un animal dans la rue et le caressa, elle déclara que la créature était adorable. Mais Yuki se retint de dire qui, à son avis, était réellement adorable à ce moment-là. Après cela, le potentiel couple visita un magasin de vêtements pour que Cecilia puisse essayer des tenues, ce qui ne fit qu'accroître l'attirance que Yuki éprouvait déjà pour elle. En sortant du magasin, Cecilia confessa qu'elle appréciait la vie quotidienne qu'elle partageait avec lui. Comme si le bonheur était noté à ce moment-là, ils tombèrent sur une boutique d'accessoires et décidèrent d'y entrer. Pendant qu'ils regardaient autour d'eux, un homme reconnut Cecilia et cria son nom. Alors, une femme lui couvrit rapidement la bouche en l'appelant de tous les noms possibles. Cecilia se tourna vers la voix et réalisa que ceux qui l'avaient appelée étaient Yuga et Mikana, ses coéquipiers. Yuga s'avança et expliqua qu'il profitait lui aussi d'une rare journée de repos et, en lui lançant un petit charme, il invita la prêtresse à se joindre à lui pour quelque chose qui fit immédiatement naître la jalousie de Yuki. Cecilia déclara qu'elle était avec un ami, Beta, aujourd'hui. Yuga se tourna alors vers Yuki, l'examina de la tête aux pieds et demanda s'ils ne s'étaient pas déjà rencontrés. Yuki nia, affirmant que c'était son imagination, mais Yuga laissa tomber et l'invita tout de même à se joindre à la sortie, puis entraîna Cecilia dans la boutique d'accessoires. Mikana, après avoir protesté que c'était censé être sa chance de sortir avec le héros après si longtemps, qualifia Yuki de citoyen ennuyeux et ordinaire et lui dit de faire de son mieux pendant cette sortie avec la prêtresse. Selon le déroulement des événements, peut-être que Yuga abandonnerait Cecilia et porterait plus d'attention au mage, bien qu'elle n'attende pas grand-chose de quelqu'un d'aussi terne que Yuki. Agacée par le mage, pendant que les trois autres étaient à l'intérieur de la boutique, Yuki réfléchit au fait que, d'après ce qu'il avait entendu, Cecilia avait rejeté la demande en mariage du héros. Pourtant, Yuga ne semblait pas avoir abandonné. Mais juste parce qu'il était un héros, cela ne voulait pas dire que Yuki comptait renoncer lui aussi. Avec cet état d'esprit de gagnant, le démon entra dans la boutique et demanda à sa bien-aimée si elle avait trouvé quelque chose qui lui plaisait. Comme il voulait lui offrir un cadeau pour la remercier de l'autre jour, il écoutait attentivement, visiblement gêné par la manière dont les deux interagissaient. Yuga intervint et promit d'acheter un présent incroyable pour Cecilia et pour Mikana, nerveux à cause de cette compétition que Yuga imposait. Yuki remarqua un collier intéressant et le montra à Cecilia, qui rougit car il lui plaisait vraiment. En retour, Yuga lui montra un accessoire pour les cheveux, le plus cher de la boutique. Si volumineux qu'il ressemblait presque à un bouclier, le héros, impatient de le lui mettre, lui retira son chapeau, faisant tomber accidentellement ses lunettes.
Le déguisement disparut, les gens dans la boutique la reconnurent immédiatement comme membre de l'équipe du héros. En peu de temps, même les passants à l'extérieur entendirent les cris et accoururent pour intervenir contre Hyuga et Mikana lorsqu'ils apprirent que les deux se trouvaient dans cette boutique. Les trois prirent la fuite pour échapper à la foule, tandis que Yuki resta seul au milieu de la confusion, abandonné et désemparé. Pourtant, il ne renonça pas et partit à la poursuite de la femme qu'il aimait. Mais au lieu de la retrouver, il tomba sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui faisait également fondre de nombreuses femmes autour de lui. C'était Raven, le 4e membre de l'équipe du héros, qui faisait chavirer les cœurs partout où il allait, même si lui-même semblait mal à l'aise avec cela. Yuki ne savait pas vraiment qui il était. Alors, un homme à côté de lui expliqua qu'en plus de faire partie de l'équipe du héros, Raven était le commandant de la nuit. Voyant le pauvre gars en difficulté, Yuki pointa dans une direction et cria que le héros était parti par là, faisant fuir les filles autour de Raven vers l'endroit indiqué. Après avoir sorti l'épéiste de cette situation, Yuki le conduisit dans un endroit sûr et se montra agacé au moment des adieux, puisque Raven ne daigna même pas lui dire un simple « merci ». Raven, cependant, évitait de parler autant que possible, car en le remerciant, il aurait révélé sa vraie voix, et il serait alors clair pourquoi il est toujours si silencieux. En réalité, Raven avait une voix quelque peu juvénile, qui ne donnait pas vraiment une impression masculine ou imposante. À cause de cela, et parce que certaines personnes se moquèrent de sa voix, il évitait toute conversation, par empathie. Yuki dit que chacun a quelque chose qu'il veut cacher. Après tout, il est un démon et le sait très bien, même s'il ne dit évidemment pas cette partie à l'humain, puisque seule sa mère et ses cousins n'avaient... Raven demande à Yuki s'il veut être son ami. Malgré le côté étrange et soudain de l'invitation, le démon accepte normalement et salue son nouveau compagnon avec gentillesse. Mais se rappelant qu'il était en pleine poursuite, il fait rapidement ses adieux à l'épéiste et reprend sa course après Cecilia. Après avoir cherché un moment, le pauvre démon commence à désespérer, tandis que Cecilia, également à sa recherche, se demande s'il est déjà parti. Soudain, elle tombe sur un petit garçon qui pleure seul dans la rue, et la première chose qu'elle fait est de soigner une éraflure à son genou. Quand le garçon dit que sa mère a disparu, Yuki apparaît de nulle part comme une sorte de héros social improvisé, et, avec un rire un peu forcé, il dit à l'enfant d'arrêter de pleurer, car le grand aventurier Yuki retrouvera sa mère même s'il doit fouiller chaque recoin du monde entier. Cecilia est irritée par le comportement enfantin de son ami et le gronde de ne pas réaliser à quel point la situation est sérieuse. Mais l'intention de Yuki était exactement de se comporter ainsi pour remonter le moral de l'enfant, ce qui fonctionne, car le garçon commence à rire. En vérité, il ne rit pas tant à cause du rôle de héros improvisé, mais plutôt à cause de la réprimande que Yuki vient de recevoir. Ainsi, Yuki et Cecilia partent chercher la mère du garçon. Bien que Yuki s'inquiète que les gens puissent à nouveau reconnaître la jeune fille et provoquer une nouvelle agitation, elle le rassure. Si cela se reproduit, elle s'en occupera. Le duo reprend donc leur mission avec plus de tranquillité d'esprit. Pendant ce temps, ailleurs non loin de là. Bien qu'il soit avec Mikana, Hyuga ne pense qu'à retrouver Cecilia. Alors que la mage se plaint qu'il va encore provoquer une scène et attirer la foule, exaspérée, Hyuga décide de laisser Mikana derrière lui et de poursuivre la prêtresse coûte que coûte, laissant la pauvre fille seule. Il ne faut pas longtemps avant qu'il retrouve Cecilia aux côtés de Yuki, en train de ramener l'enfant à sa mère. La jeune femme affiche un sourire sincèrement chaleureux et semble exactement à sa place, tandis que Hyuga regarde derrière lui et réalise enfin que Mikana n'est plus avec lui. Le lendemain, Yuki est invité au manoir de Cecilia par sa mère. Une fois sur place, Celia explique que sa fille a perdu connaissance non seulement à cause de son emploi du temps chargé, mais aussi à cause de l'agitation d'hier, qui a été la goutte d'eau. Pour autant, Celia le rassure. Ce n'était pas la faute de Yuki, ce n'était qu'un simple rhume. Finalement, ils retournent à leur immeuble. Mashiro refuse toujours de participer à la fête, bien qu'elle admette être reconnaissante pour l'invitation. Alors qu'elle se dirige vers sa porte, Akiteru lui demande si elle peut commencer à le traiter normalement la semaine prochaine. Elle accepte, mais s'arrête en remarquant que sa porte est déverrouillée. Ils commencent à penser que quelqu'un a peut-être pénétré dans l'appartement. Akiteru se place devant elle et propose de rentrer en premier pour vérifier si tout est sûr. Ils entrent lentement ensemble dans l'appartement.
Juste au moment où il s'apprête à atteindre la pièce principale, Akiteru murmure quelque chose d'étrange entre ses dents, puis pousse doucement Mashiro en avant en ouvrant la porte. Mashiro est accueilli par un éclat de confettis et des acclamations des autres résidents du 5e étage. Complètement abasourdi, Mashiro demande pourquoi tout le monde se trouve dans son appartement. Akiteru explique timidement que c'est en réalité son logement. Ils avaient installé un séparateur pour donner l'impression que son appartement était le dernier du couloir, afin qu'elle pense que c'était le sien. Mashiro fronce les sourcils et demande pourquoi ils sont allés aussi loin, alors qu'elle ne les considère même pas comme ses amis. Hiroa intervient en disant qu'aucun des locataires n'est vraiment ami, sauf Akiteru et Ozuma, mais elle ajoute qu'elle aimerait qu'ils soient un couple. Sumire saute immédiatement sur l'idée, imaginant tout un scénario romantique entre eux, ce qui lui vaut un petit coup d'Akiteru. Hiroha continue en expliquant que, comme ils vivent tous sur le même étage, ils ont naturellement commencé à faire des choses ensemble. Mashiro devine qu'elle parle du jeu, ce qui surprend Hiroha qu'elle le connaisse. Hiroha précise qu'elle ne fait en réalité pas partie de l'équipe. Akiteru ajoute que ce n'est pas grave si Mashiro ne les considère pas comme ses amis. Elle peut simplement les voir comme les amis de son faux petit ami pour l'instant. Il mentionne qu'il y a encore un membre, Namako, qui n'est pas présent mais qui reste une partie précieuse du groupe. Mashiro sourit de se sentir incluse et décide finalement de participer à la fête. Après la fête, Hiroha déboule dans la chambre d'Akiteru et essaie de le prendre dans ses bras, mais il esquive immédiatement. Sérieuse, elle le félicite pour avoir réussi à inviter Mashiro et lui dit qu'il est vraiment une personne gentille. Hiroha le remercie ensuite de l'avoir laissé faire partie de leur groupe sans révéler qu'elle est en réalité la doubleuse du jeu de la Fifth Floor Alliance. Se rendant compte qu'il a peut-être encouragé un rival par inadvertance, Yuki commence à paniquer. Même si une partie de son esprit tente de le convaincre que Cecilia ne prêterait jamais attention à ce type, il lui est impossible de ne pas y penser. Après tout, en plus d'être beau, cet homme fait partie du groupe du héros, et il n'est pas difficile d'imaginer qu'il puisse se rapprocher dans une scène précise où Raven rattrape la prêtresse pour l'empêcher de tomber et lui promet de la protéger coûte que coûte. Cependant, en y regardant de plus près, Yuki aperçoit Raven passer devant lui, complètement abattu, annonçant qu'il abandonne. Aussitôt, Yuki retourne à la porte de Cecilia et improvise une petite excuse auprès de Sophia, disant qu'il s'inquiétait de l'état de la jeune demoiselle. Il sait pourtant très bien que le fait d'avoir quitté le manoir quelques instants plus tôt rend la situation particulièrement suspecte. La servante lui fait clairement comprendre que sa maîtresse se repose et que l'homme devrait revenir un autre jour. Yuki prend alors son courage à deux mains et demande si Raven est passé. Sophia explique que l'épéiste est venu et a demandé à voir Happiness, ce qui fait réaliser à Yuki que la situation n'était pas exactement comme il l'avait imaginé. Malgré tout, il avait besoin d'une confirmation. Il alla donc voir son ancienne subordonnée pour lui demander directement si le garçon aux cheveux rouges avait fait une déclaration à la harpie. Happiness se contenta de répondre par un seul mot. Impossible, ce qui rendit la situation encore plus confuse. Et peu importe à quel point le démon essayait de comprendre le véritable sens de cette réponse, la jeune fille ne faisait que répéter le même mot avant de s'enfuir sans raison apparente. Toujours insatisfait par ces zones d'ombre, Yuki eut l'audace de convoquer ses coéquipiers simplement pour les interroger à ce sujet. Après avoir entendu plus ou moins ce qui s'était passé, Shaik se souvint que Raven était l'épéiste qui se faisait battre encore et encore par son capitaine. Duke expliqua que, même si des humains disaient à Happiness qu'ils l'aimaient, cela ne pouvait pas susciter de sentiments positifs. Les harpies sont souvent capturées pour être réduites en esclavage à cause de leur beauté, ou chassées afin qu'on leur arrache leurs plumes. À cause de cela, cette race se montre extrêmement méfiante envers quiconque s'approche d'elle. En réalité, Happiness avait rejoint l'armée du roi démon parce que Duke l'avait sauvée alors qu'elle était pourchassée par des humains. Malgré tout, Shaik ne pense pas que la harpie déteste les humains, puisqu'il existe aussi des gens bien parmi eux. Elle est même devenue servante au manoir de Cecilia parce qu'elle appréciait les personnes qui y vivaient. Au final, Yuki est d'accord avec Shaik et fait remarquer que Raven n'est pas un mauvais gars non plus. Plus tard, lorsqu'il se rend à la guilde, le démon remarque que Clayman n'est pas à son poste. Une réceptionniste lui demande alors s'il est l'homme qui parle toujours avec le vice-maître de la guilde. Voyant que le garçon n'a aucune idée de qui elle parle, l'employé précise qu'elle fait référence à Clayman
et que celui-ci est en réalité le vice-maître de la guilde des aventuriers. Yuki affiche une expression d'incrédulité totale, refusant d'accepter que ce râleur paresseux soit la seconde personne la plus importante de l'établissement, et la femme comprend parfaitement son ressenti. Le démon demande où se trouve Clayman, et, en chuchotant parce qu'il s'agit d'une affaire touchant à la dignité de la guilde, la réceptionniste lui explique que le vice-maître a été hospitalisé. Sans perdre de temps, Yuki part lui rendre visite et le salue en l'appelant directement « vice-maître ». Couvert de blessures, Clayman lui explique qu'il a mis sa femme en colère. Yuki suppose aussitôt qu'il s'agit d'un cas classique de relation toxique où la femme tient le rôle de l'agresseur, mais Clayman précise que c'était récemment leur anniversaire de mariage. Il cherchait un cadeau, mais, incapable de se décider sur ce qui lui ferait réellement plaisir, il a fini par ne rien acheter du tout. Non seulement il est rentré les mains vides, mais en plus, il est arrivé en retard au dîner qu'ils avaient prévu. À cause de cela, sa femme a cru qu'il avait oublié leur anniversaire et lui a administré une véritable correction, ce qui confirme les soupçons du démon et lui fait comprendre pourquoi la réceptionniste avait raconté cette histoire en secret. Yuki commente que l'épouse de Clayman doit être sacrément forte, et celui-ci lui explique qu'elle est une ancienne aventurière de rang A, tout comme lui. En réalité, ils formaient autrefois un duo et étaient connus sous le surnom du couple Invincible et Apathique, un nom que Yuki juge honnêtement loin d'être cool. Quoi qu'il en soit, le démon propose de le soigner avec sa magie, mais Clayman refuse, affirmant que c'est une bonne occasion pour sa femme de bien prendre soin. Parler du diable, à la grande surprise du démon. Celui qui apparaît soudainement en appelant Clayman « chéri » n'est autre que Sophia, la servante intrépide de Cecilia. Clayman accueille sa bien-aimée avec tout son cœur et son affection, mais reçoit immédiatement un coup de talon sur le crâne, puisque non seulement il l'appelle toujours Sophia, mais il se permet maintenant de l'appeler « chérie ». Au moins, il a réussi à voir sous la jupe de sa femme, ce qui, à ses yeux, valait bien ce petit malheur. À l'extérieur de la chambre où Clayman est hospitalisé, Sophia remercie Yuki d'être venu voir son mari. Lorsqu'il lui demande des nouvelles de Cecilia, la servante explique que la fièvre est tombée et que sa maîtresse va déjà beaucoup mieux. Yuki veut savoir s'il peut rendre visite à sa bien-aimée aujourd'hui, mais il apprend qu'elle sera absente toute la journée pour affaires, réalisant que la prêtresse du groupe de héros est encore plus occupée qu'il ne le pensait. Yuki demande alors à la servante si les filles se soucient vraiment de ces histoires de cadeaux. Furieuse, la femme exige de savoir si son mari a dit quoi que ce soit à ce sujet. Terrifié, le démon se rappelle la fois où il avait offert un collier à Cecilia et à quel point elle l'avait aimé. Sophia le rassure alors. La jeune femme sera très heureuse de recevoir un cadeau offert avec sincérité, avec un tablier annonçant le dîner prêt pour son mari ou rentrant du travail pour s'excuser d'être en retard. Ensuite, il se rend au dortoir de nuit et trouve Raven allongé dans sa chambre, comme s'il était au bord de la mort à cause de son récent échec déprimant devant la fille qu'il aime. Puisque le maître d'épée ne réagit pas, Yuki prononce simplement le nom de Happiness, ramenant l'homme à la réalité. Raven se rappelle alors que ce jour-là, il patrouillait seul lorsqu'il a vu Happiness harcelée par 3 hommes à l'air rude qui avaient coincé la pauvre fille dans une ruelle. En remarquant que Raven les observait, l'un des hommes l'attaque. Mais Raven balaie ses jambes d'un geste humiliant, le faisant s'écraser sur le sol, le menton en premier. À ce moment-là, un autre homme réalisa qu'il se trouvait devant Raven, le commandant des chevaliers et membre du groupe de héros, alors le trio prit la fuite. Sans rien attendre en retour pour l'avoir sauvé, le maître d'épée se contenta de se tourner pour partir, mais Happiness tira sur sa cape pour le remercier. Sans le vouloir, Raven répondit qu'il ne faisait que son devoir, révélant une voix presque enfantine qui le remplit de gêne. Cependant, la réaction de la jeune fille n'était pas celle qu'il avait imaginée. Elle lui dit que sa voix était belle et alla même plus loin en avouant qu'elle l'enviait. Après cela, elle s'éloigna précipitamment. Se rappelant ce moment, Raven pensa que son uniforme lui semblait familier, et Yuki ajouta que c'était la raison pour laquelle le commandant s'était rendu au manoir de Cecilia. Raven ne comprenait pas comment Yuki connaissait Cecilia, alors le démon lui raconta l'histoire, ou du moins une partie. L'humain fut impressionné par son ami, qui avait quitté sa ville natale pour courir après la femme qu'il aimait et travailler dur en tant qu'aventurier afin de devenir quelqu'un digne d'elle. Par ailleurs, le maître d'épée se sentait lâche de n'avoir accompli rien de semblable, mais son ami le rassura,
lui disant de ne pas se décourager, surtout parce que Happiness avait un certain traumatisme lié aux humains, ce qui rendait son approche complètement différente. Sur ce point, Raven pensait que sa confession impulsive avait probablement effrayé un peu la jeune fille, mais Yuki n'était pas si sûr. Il savait juste que son ami ne devait pas abandonner celle qu'il aime et voulait l'encourager. Il invita Raven à faire une promenade. Bientôt, les deux arrivèrent dans une boutique de cadeaux où plusieurs couples s'amusaient à choisir des présents les uns pour les autres. Raven se demanda s'ils ne paraissaient pas déplacés, mais Yuki le rassura. Tout irait bien. Il se dirigea directement vers le collier qu'il avait prévu d'offrir à Cecilia et fut heureux de voir qu'il n'avait pas encore été vendu. Après avoir sécurisé l'accessoire, le démon remarqua que son ami se tourmentait pour choisir un cadeau digne de sa bien-aimée, mais ensemble, ils parvinrent à un consensus. Raven demanda si cela ne serait pas effrayant pour la harpie de recevoir un cadeau d'un homme qu'elle connaissait à peine. Yuki, agissant comme un séducteur expérimenté, le taquina pour son ignorance et expliqua que les femmes aimaient recevoir des cadeaux venant du cœur. D'ailleurs, selon le démon, le design de cet accessoire conviendrait parfaitement à Happiness. Ainsi, Raven acheta l'objet, communiquant par écrit pour ne pas avoir à utiliser sa voix. Mais avant qu'ils ne puissent quitter la boutique, Makana leur tomba dessus et laissa entendre que les deux garçons étaient un couple en train de s'offrir des cadeaux. La provocation irrita Yuki au point qu'il lâcha d'un ton sec qu'ils achetaient des cadeaux pour les femmes qu'ils aiment. En entendant cela, la mage comprit immédiatement que le garçon avait été intéressé par la prêtresse de son groupe depuis le début. Mais elle fut surprise d'apprendre que même Raven était amoureux, puisque le commandant n'avait jamais rien dit. Elle réalisa que c'était en fin de compte de sa faute. Elle avait ri de sa voix lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Yuki fut surpris de voir que cette fille insupportable semblait réellement désolée pour ce qu'elle avait fait. Comme les autres clients de la boutique allaient bientôt commencer à embêter les membres du groupe de héros, Makana appela les deux garçons dans un autre endroit pour qu'ils puissent expliquer l'histoire plus calmement. Cependant, une fois arrivés au restaurant, le plan des garçons était de commander une montagne de nourriture afin de rester occupés à manger et éviter de révéler quoi que ce soit à la fille. Mettant sa contre-stratégie en action, Makana laissa entendre qu'elle savait beaucoup de choses sur Cecilia, ce qui força Yuki à se concentrer sur la mage, qui voulait savoir jusqu'où il en était avec la prêtresse. Même à contre-cœur, il expliqua qu'après tout, ce n'était pas comme s'ils sortaient ensemble. Des propositions de mariage arrivaient de toutes parts. Makana se souvint de la proposition de Yuuga et de la façon dont il embêtait toujours cette fille, entrant volontairement dans les toilettes des femmes pendant qu'elles se changeaient, ou prétendant s'être trompé d'horaire pour le bain afin de surprendre Cecilia. Comme si cela ne suffisait pas, Makana exprima son irritation lorsqu'à la fin de certaines missions, Yuuga décidait de rester un jour supplémentaire dans n'importe quel village, juste pour accorder plus d'attention aux filles qu'il adorait. Elle voulait ensuite en savoir davantage sur le béguin de Raven, mais Yuki intervint pour protéger l'amour pur de son ami. Cela irrita la mage, car cela la faisait passer pour la méchante de l'histoire, alors que son intention avait toujours été d'aider d'une manière ou d'une autre. Elle dit « Parler de ces choses de temps en temps, ça fait du bien. » En utilisant encore une fois l'écriture, Raven demanda si elle voulait aussi des conseils en amour. Et lorsqu'elle fit semblant de refuser, il lui assura que Yuki était digne de confiance. Alors, Mikana cède et révèle que Yuga la déteste à cause du nombre de fois où ils avaient été expulsés du château du Seigneur Démon. À ce sujet, elle explique que le véritable ennemi n'était même pas le Seigneur Démon. C'était le démon qui gardait le centre du château, si puissant que le vaincre semblait impossible. Chaque fois que le groupe de héros était humilié, ils étaient emmenés au village le plus proche et, pour une raison quelconque, les blessures des membres étaient complètement guéries, ce qui ne faisait qu'ajouter à la honte. D'un autre côté, Mikana explique que leur équipe avait menti à propos des défaites. Au lieu de dire la vérité aux villageois, ils prétendaient qu'ils se retiraient et qu'ils reviendraient plus tard au château, à la fois pour protéger la réputation du groupe en tant que plus grand espoir du peuple et pour préserver l'honneur de Yuga en tant que grand héros. Les habitants du village avaient toujours aidé en fournissant des provisions pour les expéditions. Mais après un mois de défaites répétées, les réserves du village étaient presque épuisées et la patience des villageois atteignait déjà sa limite, ce qui commença à éveiller des soupçons. C'est alors que, à la grande surprise du groupe de héros,
les démons suggérèrent un échange inattendu. Pour leur permettre de passer dans la salle du trône du Seigneur démon, ils devraient laisser derrière eux la prêtresse du groupe. C'est Mikana qui convainquit tout le monde d'abandonner Cecilia, et aujourd'hui, elle croit que c'est pour cela que Hyuga ne lui a jamais pardonné. Car même si cela semble comme si rien ne s'était passé, la sorcière peut sentir que le héros a commencé à la traiter différemment. Mikana croit même que Yuki ne devrait pas lui pardonner, sachant qu'elle a été celle qui a presque fait tuer la fille qu'il aime. Soudain, surprenant tout le monde en utilisant sa voix, Raven demande à Yuki de ne pas blâmer Mikana, puisque le chevalier lui-même avait aussi sa part de responsabilité en donnant son avis à l'époque. Il en profite pour s'excuser auprès de la sorcière. Pour sa part, Yuki n'a pas le courage de juger la sorcière, surtout parce que c'était lui la cause de tout ce désastre. Mikana elle-même ne sait pas comment dire à Cecilia ce qu'elle ressent, puisque son sacrifice avait été fait pour défendre l'honneur de Hyuga, quelque chose de bien trop sérieux pour que quelqu'un puisse simplement s'approcher et s'excuser. À cause de cela, Yuki conseille à Mikana d'ouvrir son cœur à Cecilia afin que cette terrible tension entre elles ne perdure pas, et la jeune fille finit par croire que c'est vraiment la meilleure voie pour que les choses s'améliorent. Alors que la mage prend congé après leur rencontre, Raven, encouragé par tout ce qui vient de se passer, décide qu'il ira une nouvelle fois retrouver Happiness. Sans perdre de temps, les deux se dirigent vers le manoir de Cecilia et, par hasard, tombent sur Duke à l'entrée. Le Dullahan, dont l'enfant Shaik faisait une scène pour voir Cecilia immédiatement, fronce les sourcils en réalisant qu'il se trouve devant Raven. Le type qui a confessé son amour à Happiness et qui a encore eu le culot de revenir après avoir été rejeté. Pour éviter un conflit, Yuki explique au commandant que Duke a une longue histoire de protection envers la harpie, et le chevalier sans tête continue de mettre la pression sur l'humain à chaque instant pour qu'il prenne position sur la situation, faisant clairement savoir qu'il ne laisserait personne aux mauvaises intentions approcher son ami. Après avoir entendu cela, Raven rassemble toutes ses forces et, utilisant sa voix, avoue qu'il ne connaît pas Happiness assez bien et qu'il ne sait pas quoi lui dire, même s'il aime beaucoup cette femme. Pensant que ce serait le moment pour l'homme de dire qu'il protégerait la harpie de sa vie, Duke abandonne toute réplique et lui dit simplement de dire ce qui lui passe par la tête. Après avoir littéralement poussé Raven vers Happiness, Duke est interrogé sur son comportement agressif, mais il explique à Yuki qu'il testait seulement le garçon, puisque Happiness a également besoin de quelqu'un capable de penser par lui-même. Dans tous les cas, Raven et Happiness se retrouvent une fois de plus face à face, et Raven a assez de courage pour s'excuser de ce qui s'est passé l'autre jour et repartir du bon pied cette fois-ci. Pour ce faire, il place le cadeau entre les mains de la jeune fille et lui demande de devenir son amie, et Happiness accepte l'accessoire en se montrant ouverte à lui.